Il y a un problème avec la santé mentale des jeunes. Se pose la question de pourquoi, comment. On a compris qu'il y a une grande partie liée à l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux, mais pour John Haidt, il y a un versant de cette problématique que je trouve très intéressant. C'est l'enfance passée devant un écran, ou à regarder la télé, là pas forcément sur des smartphones ou sur les réseaux sociaux, et non plus à jouer dehors. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité, ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. Mille merci, let's go. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu sensible, comme c'est souvent le cas quand je prends la parole dans un épisode solo. J'ai envie de vous parler de l'utilisation des réseaux sociaux et des smartphones, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de l'utilisation des écrans ces dernières semaines, ces derniers mois, mais récemment quand même, on s'est beaucoup focalisé sur les smartphones et les réseaux sociaux qui touchent un public un peu plus âgé, avec les enfants en fin d'enfance et le début de l'adolescence et l'adolescence. Et d'ailleurs, dans l'épisode 180, où j'interviewe Emmanuelle Piquet, psychothérapeute, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on aborde les conflits avec les ados. Dans la conversation, il y a eu un moment où j'ai tilté, où elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle explique que tous les chiffres montrent, et je cite, qu'il y a eu vraiment une recrudescence des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les jeunes filles uniquement. 0 augmentation chez les garçons, 0, depuis 2021. Mais en revanche, chez les filles, c'est très net. Et ça m'a vraiment interpellée et ça m'a fait me poser des questions. Pourquoi est-ce que les adolescentes d'aujourd'hui sont en grande souffrance, et ce dans tous les pays industrialisés? Qu'est-ce que c'est le déclencheur? Alors, je vous ai mis des liens dans cet épisode et il y a un article du Monde qui parle des chiffres et des augmentations qui sont vraiment très flagrantes. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur le dernier livre de Jonathan Haidt, qui est un livre vraiment percutant et alarmant à la fois. Alors, ce livre, il est sorti fin avril aux États-Unis. Il a été écrit par le professeur d'éthique sociale et psychologue social à l'université de la New York Stern School of Business. Toujours plus long leur dénomination d'université. Et ce livre s'appelle The Anxious Generation, donc je traduis, la génération anxieuse, avec un sous-titre « Comment le recablage de l'enfance est en train de causer une épidémie de maladies mentales ». Et donc, ça avait beaucoup de sens avec ce que les articles et les chiffres montrent sur la santé mentale des femmes et des filles, des jeunes filles qui est en déclin, sur ce nombre d'hospitalisations pour mutilation, tentative de suicide qui est vraiment frappant. Vous aurez tous les chiffres si vous voulez cliquer sur l'article dans Le Monde. Donc, rien que le titre de ce livre vous indique le problème soulevé. Et ça m'a quand même donné beaucoup de réponses quant à la santé mentale des adolescents, de manière générale, pas que les filles, mais aussi les garçons. Et j'avais envie de vous en parler parce que je pense qu'on a une responsabilité, qu'on doit être informé sur ce thème. Donc,
Je vous situe le contexte aussi aujourd'hui en France, où des experts et des expertes ont rendu un rapport fin avril 2024 au gouvernement qui s'appelle Enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Vous avez également ce rapport si vous voulez cliquer et le lire, qui préconise entre autres l'interdiction des écrans avant 3 ans, l'usage des smartphones avant 13 ans et l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Et je crois qu'il est urgent de remplir notre rôle d'adulte, de parents et de protéger nos enfants face à ce phénomène, à ce qui se passe en ligne. Alors, je vais vous parler dans cet épisode en 3 parties. La première, qui est dans le livre de Jonathan Haidt, c'est sur ça que je me suis basée, c'est qu'il a collecté les données depuis 2010 et sur la conséquence des courbes de la santé mentale des adolescents et adolescentes à partir des années 2010. On va faire un petit jeu. Imaginez-vous, vous êtes le 28 juin 2007 et vous tombez dans le coma pour vous réveiller 13 ans plus tard, en juin 2024. Qu'est-ce qui a changé à votre avis ? Il y a une donnée très simple, mais qui a bouleversé nos vies. C'est l'arrivée des smartphones. Pourquoi le 28 juin 2007 ? Parce que c'est la présentation et l'arrivée sur le marché du premier smartphone, du premier iPhone d'Apple. Ça paraît pas si loin et en fait, voilà, ça fait déjà 13 ans. Moi, j'avais 19 ans quand cet objet, aujourd'hui banal finalement, parce que même les familles les plus défavorisées ont des smartphones, un objet de notre quotidien banal a fait son entrée dans nos vies. Et depuis, est-ce qu'on peut être honnête avec soi-même et dire qu'on est glué, accroché, collé à nos téléphones, et moi la première. Je crois qu'il faut que vous vous souveniez de ce choc que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu une personne marcher dans la rue et parler toute seule sans savoir si elle avait un téléphone ou pas dans les mains ou collé à l'oreille. Juste de la voir en marchant et en parlant. Je pense que ça nous paraissait tellement étrange à l'époque. On s'est tous à un moment dit, mais il est fou, elle est folle, qu'est-ce qui se passe ? Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est ultra banal de voir une scène de cette manière-là avec quelqu'un qui a des écouteurs et pas son téléphone à l'oreille. Il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on parle. Je crois qu'aujourd'hui, parfois, on interagit bien plus avec nos téléphones, on touche bien plus nos téléphones qu'avec notre entourage. Et ça a des conséquences, forcément. Donc si vous êtes né avant 94, comme c'est mon cas, alors vous avez grandi quand même avec un rapport un peu différent aux écrans, en tout cas durant votre adolescence. Ils étaient déjà présents, c'est clair. Mais nous, les smartphones, en tout cas les téléphones et Internet, pendant notre adolescence, n'étaient pas à disposition H24 et ils n'avaient pas cette capacité à nous détourner en permanence de notre vie. Faut le dire aussi que quand l'iPhone en 2007 arrive dans nos vies, ça coûte très très cher. C'est un objet de luxe, donc tout le monde, en tout cas chez les adolescents, n'a pas évidemment de smartphone. C'est complètement différent aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde n'en a pas, mais une grande majorité de personnes possèdent un smartphone. Et donc, l'auteur, John Haidt, parle dans son livre de la génération née après 94, un peu une génération sacrifiée, parce que on a laissé faire sans se soucier des conséquences sur le long terme de l'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux. Donc cette génération dont les plus âgés ont 30 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous les 94, bienvenue de l'autre côté. C'est un peu la génération qui a payé les pots cassés sur sa santé mentale et notamment à partir de 2010. Selon tous les chiffres très documentés et sourcés de John Haidt, il a un site qui s'appelle theanxiousgeneration.com, donc Donc allez-y, regardez parce qu'il y a les graphiques, il a sur les réseaux sociaux, il est très présent, paradoxalement, mais il a raison parce que c'est là qu'on informe la génération de la jeunesse, la Gen Z. Et donc, l'auteur de ce livre, il a méticuleusement étudié tous les graphiques des rapports sur la santé mentale de la jeunesse aux USA, mais aussi en Australie, en Europe du Nord notamment, et en Angleterre. Il s'est quand même très focalisé sur le monde anglo-saxon, mais ça donne une tendance des pays industrialisés aujourd'hui, pour réaliser en fait que toutes les courbes observent la même hausse au même moment, et c'est-à-dire en 2010. Et pour ça, c'est assez frappant de regarder les graphiques, les hausses elles sont spectaculaires et c'est un aspect qui est inquiétant. Et il a comparé avec les guerres qu'il y a eu depuis 2010, avec l'éco-anxiété, notamment Greta Thunberg qui est devenue une figure de proue du mouvement chez les jeunes pour protéger la planète. Il a comparé avec la crise de 2008, avec la récession, enfin avec vraiment plein de paramètres extérieurs. Et à aucun moment, ces paramètres extérieurs ont autant d'impact que l'arrivée du smartphone et des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et vraiment, ça, c'est une catégorie très précise des jeunes, parce que dès qu'on est plus de 25 ans ou plus de 30 ans, en tout cas en 2010, moi en 2010, j'avais 22 ans,
Si on est à peu près dans ces eaux-là, donc ce que je disais, ceux qui sont nés après 94, on est moins impacté par le déclin de la santé mentale. En revanche, il y a vraiment, vraiment un problème avec les plus jeunes. Et ça n'a fait que s'aggraver. Les courbes, elles sont très, très hautes. Je peux pas vous les mettre là, on est sur un podcast et vous avez pas graphiquement les chiffres devant vous, mais je vous encourage à aller les voir et je vous les mettrai sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point. C'est montrer à quel point il y a une corrélation dans ce qu'il a trouvé de données sur l'état de santé mentale des jeunes et l'arrivée des smartphones et d'Instagram, de Facebook, parce que tout ça, ça correspond à la même période. Facebook, c'est 2006, 2004 ou 2006, 2004. Instagram, c'est 2012 ou 2011. Snapchat, YouTube, évidemment. TikTok, c'est plus tard. Donc, il y a vraiment cette corrélation. On n'a jamais observé des courbes qui montaient aussi haut en si peu de temps. Il y a ça aussi, c'est que tous ces changements sont très, très rapides. Donc ça, c'est le premier point, les chiffres qui montrent qu'il y a un problème avec la santé mentale des jeunes. On se pose la question de pourquoi, comment. On a compris qu'il y a une grande partie liée à l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux, mais pour John Haidt, il y a un versant de cette problématique que je trouve très intéressant et dont je vais vous parler dans le deuxième point. La deuxième chose, donc, c'est l'enfance passée devant un écran ou à regarder la télé, là pas forcément sur des smartphones ou sur les réseaux sociaux, et non plus à jouer dehors. Voilà. John Haidt, il explique que le souci est que depuis très longtemps maintenant, et plutôt les années 80, on a surprotégé les enfants du monde extérieur en les laissant totalement seuls à gérer le monde virtuel. C'est ça la corrélation. Et le paradoxe, c'est qu'on s'est dit le monde extérieur est dangereux, on va les protéger. Par contre, le monde virtuel, allez-y, on n'a pas trop de données, on ne sait pas quel impact que ça a, mais vous êtes chez nous, à l'intérieur, on vous voit, donc on a la sensation que tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience que la pédocriminalité, elle est très présente en ligne et beaucoup moins dans la rue, au final, aux yeux et aux vues de tout le monde. Et le gros problème aussi, c'est, on le sait, les incestes, à 90% se passent dans le cercle très proche, voire familial. Moi, j'ai beaucoup traité ce sujet dans le podcast, beaucoup en tout cas, plusieurs fois, sur le fait que aujourd'hui, l'enfance, elle est isolée du terrain de jeu extérieur qui... en tout cas, aujourd'hui, si on va sur un terrain de jeu extérieur, elle est supervisée par des adultes et on est omniprésent, on est dans la surprotection. Il y a notamment un épisode que j'adore, que j'ai fait au tout début de mon podcast en 2019, qui s'intitule « Laissons les enfants jouer dehors ». Très important pour moi parce qu'avec Mathieu Chéreau, qui a fait un livre très détaillé sur les conséquences du fait que les enfants ne sont plus dans la nature, ne sont plus en extérieur, que tout est bétonné dans les cours de récré, qui manque de la végétalisation. Vous le savez, on passe de moins en moins de temps dehors et nos enfants en font les frais. Perso, moi, j'ai énormément de souvenirs de jeux dehors qui étaient pas supervisés par des adultes. Vraiment, c'est des souvenirs très très forts. Je prenais mon vélo, j'allais jouer dans le petit bois, je traversais des grandes routes, j'allais voir des amis, j'allais à la gare à côté de chez moi. Et sincèrement, facilement dès 6 ans. C'était pas mal vu de faire ça à l'époque et tant mieux. On était dans les débuts des années 90 et c'était pas un problème. Moi, au quotidien, je m'efforce pour laisser du temps à ma fille de 6 ans et demi dehors sans qu'aucun adulte ne soit là. Je sais à quel point c'est important pour eux de développer ces compétences-là d'extérieur. Alors, comment je m'y prends très concrètement? Parce que vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, nous vivons dans un environnement privilégié, c'est-à-dire que elle peut sortir dehors sans traverser de grosses routes et rejoindre des endroits sécurisés. Donc, on a la chance d'avoir un petit parc juste à côté de chez nous où elle ne traverse pas de route. En tout cas, elle sort dehors dans la rue, ça évidemment. Et je la laisse s'y rendre le soir après l'école, rejoindre d'autres enfants parfois, faire un tour, revenir. Et je lui donne toujours 1 heure de retour. C'est un contrat entre elle et moi. Alors pour l'instant, elle a 6 ans et demi, vous doutez bien, elle maîtrise pas encore ultra bien l'heure, mais elle se débrouille en demandant autour d'elle. Et c'est clairement un pacte de confiance entre elle et nous, et elle respecte systématiquement les horaires. Je trouve que c'est très important, ça développe sa confiance. C'est pour ça que je fais ça. Ça lui montre qu'elle est capable. Ça lui montre qu'elle développe son sens de l'autonomie. Ça lui montre aussi vraiment que nous, on lui fait confiance en tant qu'adulte et que le monde extérieur n'est pas un danger quand nous mettons en place un cadre. Je sais, vous allez me dire, mais n'importe quoi, le monde extérieur est dangereux. Oui, parce qu'il y a des voitures. Mais cette sensation que l'on a qu'il va lui arriver quelque chose à l'extérieur, qu'elle va se faire kidnapper, qu'il y a que des grands méchants loups dehors, c'est une distorsion de la réalité dans les chiffres. Elle a plus de chances d'être renversée par une voiture, malheureusement, que
d'être kidnappés. Si vous avez mon âge, vous avez grandi avec les histoires de la petite Estelle, de Michel Fourniret et de l'affaire Dutroux, Dutroux en Belgique. Ça nous a sûrement traumatisés et marqué très fort. Mais la réalité des chiffres, c'est que c'est pas un danger imminent pour nos enfants, en fait. Et je trouve ça tellement dommage qu'on ait ce poids-là sur nos épaules parce que c'est au détriment du développement de nos enfants. Alors nous, d'ici cet été, avec notre fille, on veut lui apprendre à aller toute seule à vélo, par exemple, à la boulangerie, qui est à 800 mètres de chez nous. Il y a 2 grandes routes à traverser. Mais moi, je sais qu'elle peut le faire. À son âge, je le faisais. Et je trouve que pour moi, explorer le monde seul, c'est une compétence qu'on doit lui enseigner et une confiance qu'on doit lui donner. Donc c'est très important, ça fait partie de mes valeurs, par exemple. C'est peut-être pas le cas chez vous, c'est peut-être trop compliqué chez vous, c'est peut-être beaucoup trop dangereux chez vous pour tout un tas de raisons. Mais je sais que moi, ça en fait partie. Et c'est ce qu'explique John Haidt, que le fait qu'on a gardé nos enfants à la maison, donc forcément, quand on les garde à la maison, on les met un peu plus devant les écrans, mais ça a fait que nos ados sont beaucoup plus devant leur smartphone et les réseaux sociaux. Vous le savez, les chiffres sont clairs, hein, les enfants de 2024 passent un temps très conséquent à l'intérieur, contrairement aux générations précédentes, et notamment depuis le confinement. Et selon un rapport de 2008, donc je pense que on est 16 ans plus tard, les chiffres sont un peu plus conséquents maintenant, de Santé publique France, je vous le cite, sur l'ensemble de la population, le temps moyen passé à l'intérieur du logement est de 16,2 heures. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, charge mentale bonjour, 15,2 pour les hommes, 17 heures pour les femmes, et il est de 17,5 pour les 0-4 ans. Et ensuite, il décroît pour à 15 heures chez les 20-29 ans. Donc, et il est de 18h03 pour les plus de 60 ans. Donc, vous voyez, en fonction de l'âge, du sexe, on passe pas autant de temps à la maison ou non à l'intérieur. Mais vraiment, ces chiffres, ils datent de 2008. J'en ai pas trouvé, après 2020 notamment. Et en 2008, il n'y avait pas de smartphone encore, en tout cas dans l'utilisation. Il n'y avait pas les réseaux sociaux tels qu'on les utilise aujourd'hui. Donc, je serais vraiment curieuse de voir de nouveaux chiffres. Pourquoi ces chiffres, ils avaient été faits d'ailleurs? C'était pour la qualité de l'air à l'intérieur de nos maisons, parce que ça joue sur notre santé. Voilà. Alors, effectivement, on peut pas tout imputer aux écrans, sur pourquoi nos enfants ne sortent plus. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la première raison, c'est que les villes sont complètement inadaptées à la sécurité des enfants. Vraiment, ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je dis, moi, je suis dans un environnement privilégié quelque part, parce que je suis dans un quartier résidentiel où il est facile de laisser mon enfant sortir. Le tout voiture à écarter les enfants des espaces extérieurs, c'est un vrai problème que les urbanistes doivent prendre en compte aujourd'hui et qu'ils ne font pas assez. Il y a même une étude qui montre que et les femmes et les enfants, on est exclus des espaces extérieurs dans la façon dont ils sont configurés. Bon, la conséquence première, c'est que nos enfants sont confinés dans des espaces fermés et qu'il y a une augmentation de la sédentarité qui est problématique. C'est ce que d'ailleurs pointe du doigt le rapport du gouvernement qui a été remis en avril. Et vraiment, il est très détaillé, très fourni. On n'est pas à parler de l'addiction parce que ça n'a pas été démontré clairement aujourd'hui par la science. Par contre, oui, plus de sédentarité, plus d'obésité, ça a été démontré, dépression. Donc c'est très intéressant de voir cette corrélation entre les deux. Et ça donne quoi aussi? Ça donne un manque de confiance en eux pour aborder le monde extérieur, parce qu'on leur a pas enseigné les compétences pour aller affronter ce monde extérieur seul, sans papa et maman. J'aimerais aussi ajouter un point très important là-dessus. C'est que le fait que nos enfants soient en permanence à la maison, ça met une pression monstre à qui? À nous les parents, un peu plus les mères sûrement, parce que ça nous oblige à trouver des alternatives aux écrans quand on le peut, donc à tout le temps les occuper, tandis que les générations de parents avant nous, ils avaient beaucoup plus de temps libre parce que les enfants étaient dehors entre eux sans les adultes. Et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on est dans une hyper-parentalité aussi à cause de ça. Pas que parce qu'on veut être les parents parfaits, les meilleurs parents. C'est que on s'est confiné à l'intérieur, on voit beaucoup moins de gens, on a un cercle social plus restreint. Et qu'on n'est pas fait pour ça. Nous sommes des êtres sociaux. Il faut tout un village pour élever des enfants, c'est ça. Et donc, je comprends les parents qui mettent les enfants devant les écrans. Bien sûr que c'est plus facile, bien sûr qu'il y a un aspect sociétal là-dedans qui fait que c'est une babysitter pas chère et pratique. Donc, si on veut vraiment s'intéresser au problème des écrans, et on va le développer dans le troisième point, ça ne repose pas uniquement sur les épaules des parents. Il faut être très clair là-dessus.
Et ce qui paraît logique, que les écrans aient pris une telle place dans la vie de nos enfants, avec en prime les réseaux sociaux chez les adolescents. Donc quand John Haidt parle de The Anxious Generation, il y a plusieurs, cette génération anxieuse, aspects au fait qu'ils sont devant les écrans. C'est, vous l'avez compris, le fait que nos enfants vont beaucoup moins dehors, qu'ils sont en interaction permanente mais via des écrans, qu'on leur fait plus confiance, qu'ils ont peur du monde extérieur, et donc tout ça joue sur le fait qu'ils jouent moins à l'extérieur. Le jeu est vraiment quelque chose de tellement important chez les enfants que là, ils ont moins d'occasion de jouer de manière libre. Et on a fait un épisode avec Sama Karaki, qui est une neuroscientifique, sur pourquoi il faut laisser les enfants jouer, à quel point le jeu libre est très important pour leur développement. Et donc, ça a fait qu'on passe plus de temps à l'intérieur. Et que forcément, le danger, il vient plus de l'extérieur, il vient de l'intérieur de chez nous, sur les réseaux sociaux. Je conclurai ce deuxième point par un sociologue qui s'appelle Clément Rivière, que j'espère recevoir dans la matrescence à la rentrée prochaine, qui nous explique que l'occupation de l'espace donc est genrée dès le plus jeune âge. Je le cite, il se trouve que les filles en fait sont encore plus enfermées que les petits garçons. Elles passent moins de temps à jouer dehors, elles vont moins souvent à l'école seules, sans adultes, comparé aux petits garçons. Et je crois que moi qui ai 3 filles, c'est quelque chose qui me marque et qui me donne encore plus envie de leur apprendre à aller dehors et dans un cadre sécurisé évidemment, et à les responsabiliser. Voilà. Ma fille, je lui ai appris mon numéro de téléphone par cœur. Maintenant, elle peut se perdre et elle peut trouver un adulte qui l'aide à me retrouver. Le troisième point et dernier point, c'est dans le livre de John Haidt, c'est les solutions. Parce qu'il faut quand même terminer par quelque chose d'hyper positif. Oui, il y a des solutions. Heureusement, pour John Haidt, il existe des solutions. Et elles sont d'ailleurs tout à fait conformes à ce que préconise le rapport rendu au gouvernement français en avril, à savoir pas de smartphone avant 13 ans, et pour lui, clairement, pas de réseaux sociaux même avant 16 ans. En France, on parle de 15 ans, lui, il parle vraiment de 16 ans. Pour atteindre une maturité suffisante pour pouvoir gérer la problématique que renvoient les réseaux sociaux. Alors après, il explique très clairement qu'une des solutions, elle doit venir d'abord de quoi ? Des entreprises de la tech qui doivent prendre leurs responsabilités parce qu'on ne peut pas mettre toute cette pression simplement sur le dos des parents. Et c'est tout l'enjeu des prochaines années à venir concernant Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, qui ont pignon sur rue dans les réseaux sociaux, parce que Instagram, malheureusement, on le sait, a un effet très délétère sur l'image qui est renvoyée aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Il y a ça aussi que John Haidt dit, c'est que l'apparition du smartphone, ça vient aussi à partir de 2010, avec l'apparition de la caméra face à nous, donc des selfies. Et de cette culture des selfies, de cette culture de l'extérieur, de se comparer toujours à l'extérieur, de se montrer via ce prisme du selfie, qui a des effets néfastes sur la santé mentale des enfants. Et donc, il prône surtout un vrai contrôle de l'âge, et pas seulement une déclaration sur l'honneur. Et on parle de YouPorn aussi, en fait. C'est tellement facile d'aller sur des contenus qui sont problématiques pour les adolescents, parce qu'il suffit simplement de dire oui, j'ai bien dit l'âge qu'il faut, alors que c'est faux. Alors, une autre clé, selon lui, c'est d'arrêter de stigmatiser les parents qui laissent de la liberté à leurs enfants en dehors du foyer, en les catégorisant comme des parents négligents. On doit revoir nos standards. Je le sais parce que je fais partie de ces ovnis qui laissent leurs enfants dehors. Voir un enfant dehors ne doit pas être synonyme de maltraitance et de se dire peut-être que les gens du quartier vont appeler la police parce que j'ai laissé mes enfants dehors. Alors, je pense que c'est beaucoup plus vrai aux US, que ça l'est un peu moins en France, parce qu'on a des villes avec un vrai centre-ville, où il y a peut-être un petit peu plus d'espace pour les enfants, encore que le chiffre, c'est 97% des enfants vont à l'école primaire accompagnés. Je n'allais jamais accompagner à l'école primaire, je ne rentrais jamais accompagnée de l'école primaire. Et à chaque fois que je laisse ma fille aller toute seule à l'école primaire, il y a toujours des parents qui passent, disant mais t'es sûre, attends mais je l'emmène, alors que j'essaye de leur dire non, je veux la laisser y aller toute seule, il y a 50 mètres, elle va y arriver. Donc ça, c'est vraiment changer notre vision, notre façon de voir le fait que les enfants soient dehors. Et effectivement, c'est très dur quand on est un des seuls parents à laisser nos enfants dehors, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres enfants dehors pour que ça marche, pour que ça ait un effet bénéfique. Donc, essayez de vous organiser à laisser vos enfants en petits groupes, si vous pouvez, évidemment, si c'est possible dans votre quartier, d'aller jouer. Moi, voilà, ma fille, elle joue de 18h à 18h45 dehors quand elle veut. Elle revient pour 18h45 en général pour venir dîner. Et elle est très triste quand je ne l'autorise pas à le faire.
parce qu'elle adore ce moment-là où elle est en liberté. Et ma fille de 3 ans et demi va parfois avec sa grande sœur là-bas. Bon, je laisse pas ma petite de 2 ans, j'avoue. Mais c'est plutôt logique parce que je veux pas que ma grande soit responsable de 2 toutes petites. C'est pas du tout le but. Donc, il y a ça qu'on peut mettre en place, nous, en tant que parents. Il y a aussi autre chose. Il préconise le retour au jeu, à la créativité pour les tout petits, pour les 0-6 ans, plutôt que de les laisser apprendre via une tablette ou via un écran. Et c'est peut-être une des choses sur lesquelles on a le plus de pouvoir, évidemment, mais ça demande du temps, ça demande de la disponibilité mentale, et évidemment, tout le monde ne peut pas et tout le monde n'est pas capable. Donc, c'est encore une fois pas un problème seulement des parents. Et enfin, une des choses dont il parle par rapport à ce que nous, on peut mettre en place en tant que parents, c'est pas d'écran à table. Et ça, c'est une des rares recommandations qui fait consensus sur les écrans. On sait que ça perturbe le développement des enfants, d'avoir en fond la télé, ou parce que on n'est plus dans un échange d'être présent. On n'est pas présent, en fait, s'il y a des écrans à côté de nous pendant qu'on mange. Donc, sacraliser le moment du repas, c'est très important. Et enfin, une dernière solution, encore une fois, ça sera la même chose. C'est plus d'expérience dehors sans nous. Peut-être essayer d'aller dans un parc fermé avec des amis et de dire à vos grands, allez-y, vous pouvez aller vous promener, vous notez le numéro de téléphone sur le bras de vos enfants et on se retrouve à telle heure, vous vous débrouillez pour être à l'heure, on fait une première expérience. Si on peut vous faire confiance, on renouvellera cette expérience, donc soyez à l'heure et on vous fait confiance, vous êtes capable. Franchement, pour moi, ça paraît banal de dire ça parce que j'ai été élevée comme ça et parce que je le fais avec ma fille, mais j'ai bien compris autour de moi que c'est pas tout à fait banal et qu'il y a beaucoup de parents qui sont réticents à le faire. Mais plus on sera à le faire, mieux ce sera, parce que ça veut aussi dire que là, nos enfants ont disparu des rues et qu'on met pas la pression sur les pouvoirs politiques. Vous l'avez vu ces dernières semaines quand on voit que il y a des restaurants qui disent que c'est interdit aux enfants, qu'il y a ce phénomène de no kids. Mais c'est ce que en fait, non, les enfants, ils sont là, ils font partie de notre société, on doit les intégrer. Quand je vois sur les réseaux sociaux un train en Finlande avec un espace de jeu, quand je vois un aéroport en Espagne où il y a une aire de jeu entière dédiée aux enfants dans les aéroports, on a du chemin à faire en France, quand même. C'est pas que lié au pays du Nord, parce que l'Espagne est aussi un bon exemple. L'Espagne, les enfants sont dehors en permanence. J'ai vécu en Espagne en 2009 en Erasmus, c'était incroyable, même hyper tard parce qu'à minuit c'était dehors encore, mais ils étaient là, ils faisaient partie de la vie et les enfants font partie de la vie. Donc vous savez quoi, on a qu'à organiser une mobilisation de parents où on réinvestit le lieu extérieur, ça va les obliger, les politiques, les maires, à repenser les abords des écoles, à repenser juste les villes et l'organisation des villes, structurelle des villes. Bon, voilà. Pour résumer, j'ai beaucoup aimé ce livre et son approche, et notamment aussi parce que il est très clair dans ce qu'il dit et il est très humble. Il dit que, par exemple, pour les solutions, peut-être qu'il se trompe et qu'il va faire un effort monstrueux sur son site, The Anxious Generation, pour corriger si tel est le cas dans les recommandations qu'il a préconisées, pour revoir en fonction des études, des retours des parents. Mais qu'en attendant, c'est un problème collectif que nous devons régler ensemble et pas seulement sous la responsabilité des parents qui sont démunis face à ce problème des réseaux sociaux et de la santé mentale en déclin de nos ados. C'est un problème à prendre avec précaution et au sérieux. Et donc, nous qui sommes les parents de la future génération, des enfants un peu plus jeunes, voire vous avez peut-être déjà des ados, je crois sincèrement que c'est notre responsabilité de nous en occuper et de repenser notre façon de voir le danger. C'est-à-dire que l'extérieur n'est peut-être pas forcément un danger. En revanche, le monde virtuel l'est sûrement un peu plus. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et un grand merci d'être toujours aussi fidèle à la matrescence, de partager vos épisodes avec votre entourage, ceux que vous avez aimés. Ça me fait toujours très chaud au cœur quand je vous croise dans la rue et que vous me dites que vous passez mon podcast à tout le monde. À vendredi. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous
devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.